dans la télé. Et voilà donc, chers téléspectateurs, c'était votre bulletin d'information. Tout de suite, nous recevons bien sûr Astan Kouyaté et son invité pour la rubrique dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir la venue d'un enfant dans une famille. Dans la télé. Dans toutes les familles du monde entier, la venue d'un nouveau-né est souvent un moment d'émotion, de joie et de fierté. Mais parfois, cette arrivée peut engendrer la jalousie des aînés, bien sûr, s'ils sont là déjà dans la famille. Alors aujourd'hui, Astan nous en parle bien sûr avec beaucoup d'engouement, parce qu'elle est très heureuse d'annoncer les bonnes nouvelles qui arrivent, n'est-ce pas, Astan? Effectivement, Marie, merci. Aimables téléspectateurs, bonjour à vous. Il est souvent dit que quand le cercle de la famille s'agrandit, tout le monde applaudit. Parfois, cette assertion a du mal à recueillir, bien sûr, l'unanimité des membres de la famille en question. Et pour cause, dès que la bédaine de maman commence à prendre forme, on a Dieu en ce moment que pour le nouvel arrivant. Quand il bouge, c'est un événement. Quand on découvre, grâce à l'échographie, sa silhouette, c'est la une, bien sûr, de l'actualité au sein des familles. Et pourtant, pendant cette période, chers téléspectateurs, et dans de nombreuses sociétés, aujourd'hui, les parents ont tendance à oublier l'aîné ou les autres enfants au profit, bien sûr, du nouveau-né. Cette situation un peu frustrante pour l'aîné ou les autres enfants se sentent tout d'un coup abandonnés, négligés ou voire même ignorés au sein de la famille. Il arrive même parfois que ces derniers adoptent des comportements infantiles juste pour se faire remarquer et pour attirer l'attention des parents. Pour cela, je me tourne vers le psychologue. Bonjour, Monsieur Maïga. Bonjour madame. Alors, puisque l'arrivée des nouveau-nés au sein de la famille est toujours un grand bouleversement dans la vie de la famille, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Bien sûr, en fait vous venez de le dire tout de suite, et c'est vrai que tout le monde est au courant, en tout cas de ce qui va effectivement arriver dans les jours à venir, qui va venir essentiellement. Le seul à ne pas être courant, c'est généralement le plus petit. Celui-là qui était pratiquement au centre vraiment de tout, celui-là qui était le centre d'intérêt de tout le monde, subitement, il se retrouve pratiquement relégué au second plan parce qu'il y a pour lui un étranger qui va arriver ou il y a un étranger qui est déjà là et finalement ça le frustre. Et qui risque de prendre sa place? Absolument. Il a déjà pris sa place parce que personne en fait ne lui dit bonjour, même quand c'est le cas, c'est souvent de façon très furtive. Et c'est vrai. Pour la plupart du cas, nous considérons les enfants comme étant vraiment des tout petits qui, en fait, n'ont pas leur mot à dire. Nous décidons pour eux. Nous ne les associons pas aux décisions que nous prenons. Et la préparation, en fait, lorsque l'enfant doit venir, on doit le préparer à recevoir. Même si pour lui c'est un étranger, on doit le préparer à recevoir cet étranger-là. Parce qu'il comprend. Nous avons l'impression qu'il ne comprend rien, mais les enfants comprennent beaucoup de choses. Justement, pourquoi la venue des nouveaux-nés au sein de la famille suscite-t-elle ces états d'âme? C'est normal que cela suscite un état d'âme. Il a été le tout premier où ils ont été les premiers à venir. Et forcément, quand ils arrivaient, ils ont été en fait accueillis, ils ont été applaudis, comme vous l'avez dit, parce qu'ils ont agrandi en fait ce cercle de famille-là. Bien sûr. Ils étaient au centre, comme je l'ai dit, en fait, ils étaient le centre d'intérêt de tout le monde. Et subitement, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive, il se retrouve réglé au second plan, comme je le dis. Et cela va de soi que cela le frustre. Mais la frustration, elle est d'autant plus grande que lorsque lui, il est encore petit, il a 2 ans, il a 3 ans, parce que vous savez, à chaque période correspond effectivement des états d'âme, correspondent effectivement des attitudes. Bien sûr. Et cela pose un problème. Il veut savoir pourquoi. Et personne ne lui donne en fait la réponse. Et souvent, par curiosité, il peut tenter d'approcher. Et généralement, les mamans n'acceptent pas parce qu'on suppose qu'ils ne savent rien, ils vont les blesser, ils vont faire ceci, cela, et c'est un problème pour eux. Mais Monsieur Maïga, comment préparer un enfant à la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur? Parce que comme vous dites, ça peut tomber comme ça du ciel, du jour au lendemain, la maman se retrouve enceinte et le petit peut avoir peut-être 1 an, 2 ou jusqu'à 3 ans. Et souvent, ça coïncide avec le moment où il doit aller, par exemple, au jardin d'enfants. Donc, il y a déjà une
première séparation avec la maman où on souvent le confie aux domestiques et autres pour que la maman puisse se reposer. Comment est-ce qu'on peut préparer l'enfant à la venue d'un frère ou une sœur? J'espère que vous avez entendu parler de l'histoire de la cigogne. Oui. En fait, qui transporte les enfants pour les... C'était une façon, en fait, c'est vrai, mi figue, mi raisin, d'annoncer, en fait, la nouvelle aux tout petits. Parce que si on devait leur donner les mêmes explications qu'on donne aux aînés, ce n'est pas évident qu'ils puissent comprendre. Mais avec de très petites histoires, on peut effectivement les amener à comprendre, en fait. Oui. N'oublions pas qu'il y a des jeux de rôle. Souvent, nous constatons que les enfants jouent à papa et à maman. Oui, tout le temps. Ils prennent une poupée, ils donnent le sein à la poupée, ils jouent à ceci ou cela. Ces jeux de rôle-là, les enfants, en fait, imitent les grands. Oui. Mais si, effectivement, on rentre dans leur monde, à travers ces poupées hautes-là, on leur explique que maman aussi, effectivement, est en train de préparer ou d'attendre une poupée ou un bébé, au fur et à mesure qu'on le lui répète, selon les mots qu'il comprend, forcément, il va être préparé à ça. Il faut en fait l'associer. Il faut vraiment l'associer. L'associer veut dire qu'on ne va pas l'associer comme on associe les adultes. On ne va pas donner les explications, les mêmes explications qu'on nous adultes, mais à travers des mots qu'il va comprendre. C'est très important. Et comme ça, quand il viendra, il comprendra que ce n'est pas un étranger, même si c'est un étranger. C'est un camarade de jeu en fait qu'il va avoir. Et dont il devra s'occuper. Absolument, absolument. Un bébé, une poupée qui va pleurer, rire, manger. Absolument, absolument. Et donc c'est vraiment très important. Et cela, ça se fait en amont. Bien sûr. Vous savez, un enfant, quand il arrive, on le prépare ensemble. Papa et maman décident d'en avoir. Oui. Et ça prend du temps. Ce n'est pas juste les 9 mois. On réfléchit essentiellement sur son avenir, sur plein de choses. Mais on n'est plus seul. À côté, il y a un autre qui doit aussi, en fait, prendre en charge. Quand est-ce qu'il faut donc préparer l'enfant? Pendant la grossesse? Dès que maman apprend qu'elle est enceinte ou elle doit attendre d'accoucher? Bon, il serait mieux véritablement le préparer au fur et à mesure. Oui. Et puis, c'est fonction de l'âge. Oui. Un enfant de 6 ans, forcément, comprend plus vite qu'un enfant véritablement de 3 ans, enfant de 2 ans. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ces enfants, on les appelle les enfants de la télé. Il y a des choses qu'ils apprennent d'eux-mêmes à partir vraiment du petit écran que les parents ne leur apprennent pas. Souvent, les parents sont étonnés de les voir se comporter comme ci ou comme ça. Ils sont pratiquement étonnés de les entendre parler de telle ou de telle situation. Donc, cela veut dire véritablement qu'il faut suivre la tendance et la préparation. Ça se fait pendant la grossesse. Au fur et à mesure qu'il voit en fait le ventre de maman grossir, les premiers moments, on va lui dire que non, c'est parce que maman a trop mangé. Et après, on se dit non, c'est parce que maman a mis dans son pain juste une poupée, un bébé qui en fait est en train de grandir et qui un jour viendra. Et puis bon, ce serait un compagnon de jeu, ce serait vraiment essentiellement. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure. Progressivement. Alors, Monsieur Maïga, nous savons que cette situation ne va pas sans jalousie, sans de petites crises de jalousie de la part de l'aîné envers le nouveau-né. Cette situation peut-elle durer combien de temps? Et comment l'exprime-t-il, l'enfant? Bon, en fait, parler de jalousie, c'est vrai que c'est une situation de jalousie. Mais attention, il ne faut pas la confondre à cette jalousie maladive que souvent les adultes ont. C'est une jalousie bien saine. Imaginez-vous que vous soyez le centre d'intérêt de tout le monde et que tout d'un coup, on se retourne vers vraiment un autre centre et on vous délaisse. Vous, ça vous frustre. Ça vous frustre. Peut-être que vous allez avoir d'autres mécanismes pour évacuer vraiment cette jalousie-là. Lui, c'est bien normal chez lui. Il était mignon pour tout le monde. Il faisait rire tout le monde. Il intéressait tout le monde. Tout d'un coup, tout le monde se détourne de lui puisqu'il y a un étranger. Pour lui, c'est vraiment un étranger. Et souvent, quand on lui dit ton petit frère ou ta petite soeur, sa première réaction dit non, ce n'est pas mon petit frère, ce n'est pas ma petite soeur. C'est déjà en fait la première forme d'extériorisation de cette jalousie-là. Mais la jalousie, il y a un mélange de frustration et souvent même de curiosité. Mais cette jalousie peut se manifester sous différentes formes. Et ça peut perdurer tant que les parents, en fait, ne prêtent pas beaucoup attention. C'est quoi? C'est les petites scènes de rébellion. Mais quand il pleure beaucoup. Quand il pleure beaucoup. Il commence à faire pipi au lit. Absolument. Parce que c'est une façon très inconsciente pour lui d'attirer l'attention, en fait, des aînés. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On commence à le bastonner parce qu'on dit, oui, qu'il a changé. Avant, il ne faisait pas ça. Maintenant, il fait ceci, il fait cela. Mais on ne comprend pas en réalité que c'est sa façon à lui d'attirer l'attention, en fait, des aînés. Et pour cela, il faut vraiment l'accompagner. Il faut l'aider.
L'aider, ça veut dire quoi? Il faut en fait lui faire comprendre que celui-là qui est venu, ce n'est pas un étranger. C'est vraiment son petit frère, c'est vraiment son camarade de jeu et il va l'aider essentiellement. Et au fur et à mesure qu'on le met en confiance, forcément, ça va disparaître cette jalousie-là. Et c'est en fonction vraiment de la période. Bien sûr. Et c'est encore plus difficile quand c'est une période, si vous voulez vraiment, vous savez, à 3 ans, entre 2 ans et 3 ans, il y a ce qu'on appelle le narcissisme qui se développe chez l'enfant. Il dit tout, il ramène tout à sa personne. Je veux ci, je veux, je refuse, c'est toujours le jeu qui prédomine. Et finalement, lorsque le jeu prédomine, on met le jeu à côté, forcément, c'est encore plus difficile pour lui. Justement, parlant de cette situation, les parents ont un grand rôle à jouer dans la situation. Quel devrait être le rôle des parents? Ah, bien sûr, bien sûr. Le rôle des parents, c'est d'abord de se mettre à la place de l'enfant. De se mettre à la place de l'enfant. Quand ça nous arrive, nous sommes frustrés. Forcément, lui aussi, il est frustré, donc il faut lui prêter un peu plus attention. C'est-à-dire autant d'attention qu'il le souhaite, autant d'attention qu'il demande en fait, qu'il demande sa situation. Et pour garder l'équilibre justement, pour que justice soit faite, hein, comme on dit, pour responsabiliser l'enfant, le préparer à la venue de son frère en lui montrant le ventre qui grossit, que c'est là qu'il est, le petit frère ou la petite sœur, en le responsabilisant. Alors, est-ce que ça peut apaiser les tensions et les ressentiments de l'enfant? Forcément oui. Moi, je ne parlerai pas de responsabilisation en réalité. Je ne parlerai pas non plus... En nous faisant partager quoi, la grossesse, lui disant que le bébé sera pour nous tous. Absolument. Pour lui, c'est vrai, c'est injuste. Mais c'est une façon, effectivement, de l'impliquer dans la vie de la famille. Justement. Et ça, c'est très important. Et c'est une façon, essentiellement, de l'amener à comprendre. Il a déjà commencé à aller au jardin. Il a commencé, ou elle a commencé à avoir des amis au jardin. Et quand elle a eu souvent, elle parle de ses amis. Elle est un homme. J'ai fait ceci avec X, j'ai fait cela avec Y essentiellement. Et surtout dans une famille où il est seul. Forcément, il se sentira de moins en moins seul si effectivement on l'intéresse, si effectivement on l'implique. En réalité, je ne dirais pas dans l'entretien. On le rapproche encore plus de ce bébé-là. Amène le biberon ou en fait va chercher le torchon ou bien en fait prends la main de ta petite soeur ou joue avec ainsi de suite. On l'encourage en réalité. Bien sûr. Il a eu souvent que les mamans, parce qu'elles sont inquiètes, dès qu'ils s'approchent ou qu'elles savent, attention ne touche pas, tu vas... Bon, forcément... lui, ça le frustre et ça l'amène à se mettre en retrait. On dit aussi qu'il faut associer l'aîné, comme il a dit tout à l'heure, aux soins de son petit frère et lui démontrer à quel point il est indispensable. Et donc, psychologiquement, cela règle un problème? Mais bien sûr, bien sûr. D'abord, sur le point de vue émotionnel. Probablement, ces scènes de rébellion, ces scènes de jalousie et autres là vont diminuer parce qu'il se rendra compte que c'est beaucoup plus un compagnon de jeu qu'il a au lieu d'un étranger qui est venu lui chipper sa place. Donc ça va rétablir l'équilibre émotionnel. Encore là, faudrait-il que les deux, parce que c'est très important, les deux enfants soient vraiment dans une situation de famille où vraiment il y a une certaine stabilité émotionnelle. Ça, c'est très important. Pour tous les enfants, c'est très important cela. Mais au-delà de ça, on parle de socialisation, on parle d'éducation. Ça l'aiderait à comprendre encore mieux, à se rapprocher en fait des autres. Bien sûr. Parce que l'autre, ce n'est pas l'enfer. Bien sûr, parce qu'en fait, souvent, les enfants à cet âge-là ont tendance à demander « Maman, est-ce que je pourrais chanter pour lui Maman, est-ce que je pourrais lui tenir compagnie quand il va dormir ?» Alors, je pense qu'il faut toujours leur dire oui et ne pas tout le temps faire des blocages, à savoir il ne faut pas le toucher, tu vas le casser. Forcément, il faut les encourager à aller dans ce sens. Il faut juste rester vigilant. En réalité, on lui donne, mais on reste à côté. Et si en fait d'aventure il tomberait parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour tenir le poids vraiment. Et ils se sentent déjà protecteurs. Ça lui permet même d'aimer. Absolument. Donc, sur le point de vue psychologique, effectivement, ça lui permet déjà une certaine stabilité, comme nous l'appelons dans notre jargon, vraiment psychologique, mais en fait, ça lui permet aussi de se sentir utile. Bien sûr. Alors, Monsieur Maïga, en 1 minute, parce que c'est ce qui nous reste, que pouvez-vous dire aux mamans actuellement enceintes et qui attendent un bébé et qui ont déjà un aîné à la maison? Quel conseil leur donnez-vous? C'est souvent difficile de dire en fait quel conseil leur donne parce qu'on suppose qu'elles-mêmes en fait ont besoin d'une certaine préparation en réalité pour recevoir cet enfant-là essentiellement et dans les conditions dans lesquelles l'enfant va venir. Mais moi je pense que
la venue, en fait, la naissance. Moi, je ne dirais pas l'arrivée, parce que quand on parle d'arrivée, on voit déjà cet étranger qui vient avec son baluchon, essentiellement, mais je pense essentiellement que il faut préparer tout le monde, pas seulement l'enfant, mais tout le monde, en fait, à la naissance de cet enfant-là. Et que c'est pas parce qu'il y a un nouveau-né qui, en fait, celui-là a cessé d'être, en fait, notre enfant. Il est notre enfant et il a besoin vraiment de notre attention et de l'attention vraiment de tout le monde. Donc, 1 plus 1, forcément, ce n'est pas 2. 1 plus 1, c'est vraiment toute une famille. Donc, à ce niveau-là, je pense que chacun a un rôle à jouer, autant, en fait, les plus petits qu'en fait, les plus grands. Et celui-là que l'on considère comme enfant, il est déjà en fait plus âgé que celui qui vient d'arriver. Donc forcément, il a un rôle vraiment, non pas protecteur, mais il a un rôle vraiment à jouer à ce niveau-là. Il faudrait déjà le responsabiliser selon son âge. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Meiga. Alors, comme vous l'avez entendu, 1 plus 1 fera forcément 3 dans cette famille où vraiment les bébés naîtront. Nous souhaitons vraiment que tous les bébés puissent naître librement et avoir des frères et sœurs et vivre en harmonie avec beaucoup d'amour dans leur famille. C'est ce que Astor souhaite et toutes les mamans également souhaitent aux enfants. Alors, c'était vraiment un sujet très, très beau et surtout très important parce qu'il faut que les femmes quand même préparent les enfants à la venue d'un frère ou une sœur. Ça peut traumatiser et même à la longue amener des séparations plus tard entre les frères et sœurs et c'est des choses à éviter. Responsabiliser les enfants, impliquez-les du moins et rendez-les protecteurs de leurs frères ou de leurs sœurs à venir. Merci beaucoup Aston, merci donc Monsieur Maïga. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. À très bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup. Okay. Allons la télé. Voilà donc, chers téléspectateurs, la série africaine Easy Dango, la rediffusion, c'est maintenant. Et nous nous retrouvons tout de suite après pour la deuxième partie de votre émission À nous la télé. Allons la télé. Arrête, tu deviens, tu m'as dit que Bokamoso appartenait au Maulois. Alors comment ça se fait que tu t'es fait virer? C'est toi qui devais renvoyer ces champs. Ah, mais je leur parle à mes amis, là. Ne touchez pas à mes actions, vous. On ne peut pas continuer à l'héberger gratuitement comme ça toute sa vie. Est-ce que vous savez quand Priya va revenir ici? Elle est en Afrique du Sud depuis une semaine. Elle visite sa famille à Durban. Après tout, ce n'est pas comme si tous ses ennemis s'étaient regroupés. Ils seraient bien plus efficaces tous ensemble. J'ai changé, Eddie. Je sais que j'ai changé. Barker, lui, non. Dans l'histoire, c'est lui qui amène les problèmes. Charlie, Cherelle, Charlie. Enchanté. Voilà ton job. Ça doit avoir l'air d'une agression. Hé, Scumbuzo! Vite, quelqu'un, aidez-moi! À l'aide! Au secours! En sécurité, j'ai besoin d'aide! Appelez une ambulance! Hé, Scumbuzo! Mon pote, allez, réveille-toi! Reste avec moi, allez, allez! Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Scumbuzo, hé, reste avec moi, allez! Allez! Ça va aller, hein, d'accord? Allez, réveille-toi! Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 couverts à table? Bonsoir. Où vas-tu? Nulle part. Et où est Sifiso? À une réunion. Et Kat Lego? J'en sais rien. Attends, Ayanda? Kat Lego t'a dit où elle allait? Je crois qu'elle a parlé d'un rendez-vous avec un designer ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai. Pour l'exposition de Prague. Ah bon? Mais il faudra quand même ajouter un couvert pour Ayanda? Non, je dîne dehors. Ayanda a un rendez-vous galant avec Scumbuzo Zimande.
N'importe quoi. Ah, c'est... très bien. Et où il t'emmène? Dîner, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Un autre admirateur. Allô? Ayanda, c'est Loli de Clerc. J'ai de très mauvaises nouvelles. Scubuzo a pris un coup de couteau. Poignardé? Oui. Est-ce qu'il va bien? Il a été emmené aux urgences. Je ne sais pas grand-chose, sauf que c'est arrivé sur le parking. Ça a l'air très sérieux. Je pars justement à l'hôpital. Vous voulez que je passe vous prendre? Non, 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 merci, ça va aller. Je vous retrouve là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. De quoi est-ce que tu parles? Scubuzo s'est fait poignarder. Quoi? Je dois y aller. Il faut que j'aille à l'hôpital. Il faut pas qu'il meure. J'espère qu'il va pas mourir. Attends, je vais t'emmener. Attends. Non, non, non. Non, ça va aller. Ayanda, s'il te plaît, laisse-nous Non, t'emmener. non. Je t'assure. Ça va aller. Mais c'est horrible. Oh, j'espère qu'il va s'en sortir. Je me demande ce qui s'est passé. Ayanda commençait tout juste à dépasser ses angoisses. Scubuzo s'est fait agresser il y a quelques jours, juste devant son restaurant. Et maintenant ça? Franck, comment il va? Je ne sais rien de plus. Ils sont en train de s'occuper de lui. Il est blessé à la poitrine, mais il ne crachait pas de sang. J'espère que ses poumons ne sont pas touchés. Heureusement que tu l'as trouvé à temps. Je ne sais pas combien de temps il est resté comme ça. Mon Dieu. Il a perdu beaucoup de sang. Je n'ose pas imaginer si j'étais arrivé 10 minutes plus tard. Il y a eu les coups et puis ça, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va s'en sortir? Il s'occupe de lui en ce moment. Mais il respire. Oui, il est inconscient, mais il respirait. Inconscient, mais il risque de mourir. Et s'il ne s'en sort pas? Ayanda, les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent. Je suis sûr qu'ils vont sortir de là. Mais s'il était trop tard? Oh mon Dieu. Ça recommence. Ça y est, ça recommence. Il a recommencé. Il a recommencé. Il a recommencé. Je savais que quelque chose se tramait. Je savais que ça allait arriver. Je n'ai rien fait. J'ai rien fait pour l'empêcher, maintenant. Qu'est-ce que vous saviez, Ayanda? Vous saviez que Scubuzo allait être agressé? Tu peux faire ça encore? Quoi? T'habiller. Je suis habillée. Alors je devrais peut-être te déshabiller pour que tu recommences parce que j'adore te regarder quand tu t'habilles devant moi. Len, essaie d'être sérieux si tu veux bien. On a une grande décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais on ne peut pas juste continuer comme ça, Kimberly? Non! Tu sais que je dois me libérer de l'emprise de Barker. C'est ma seule chance. On part d'ici, on s'installe à Johannesburg. Tu as perdu la tête? Tant que je serai dans ce pays, il me pourchassera. Et si je viens pas avec toi? Je partirai de toute façon. Ok, alors explique-moi. Ton plan d'évasion en pratique, ça donne quoi? Moi, je veux savoir. Ok. Je partirai en premier, avec Jeudi. Je trouverai un endroit agréable. Quelque part où Barker ne pourra pas me trouver. Tu crois qu'il existe un tel endroit? Tu as la trouille? Non. Ça coûte très cher de disparaître. Il faut Je beaucoup sais. d'argent, tu sais. Je sais, mais écoute, je peux changer d'apparence. Je changerai aussi l'apparence de Jodie. Et écoute-moi, Comme ce on peut Lord essayer. Lucan? Qui? Un aristocrate britannique qui a assassiné sa femme dans les années 60 et qui a disparu. On pense qu'il est quelque part en Afrique. Eh bien alors, il faut que je trouve cet endroit. Ça risque d'être un trou perdu et t'as pas envie d'avoir ce type comme voisin? Si j'arrive à trouver cet endroit, je pourrais recommencer une nouvelle vie loin de lui. Une vie à se cacher, Kimberly. Et moi dans tout ça, hein? Et la télévision, je ne pourrai plus jamais travailler à la télé. J'imagine. La télévision, c'est mon métier. Ça fait partie de moi. On n'aurait plus besoin de travailler. Mais je veux travailler. Ça me plaît, j'adore ça. Alors, tu vas devoir faire un choix. Moi ou la télé? Mais attends une minute. Je crois que j'ai loupé quelque chose.
On n'aura pas besoin de travailler, mais pourquoi? On vivra de ma pêche, on cueillera des fruits, on dormira à la belle étoile, c'est ça? Je sais qu'il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent. Écoute, j'ai un peu d'argent de côté pour tenir quelques mois, tout au plus. Ne t'en fais pas. Je travaille sur quelque chose d'important. Tu as l'air très sûr de toi dans cette histoire. Je peux y arriver. Je ne partirai pas sans rien. Je ne tiens pas à entraîner mon fils dans cette bataille. On va se construire une belle vie, on aura une vie meilleure. Écoute, j'adore ton plan, Kimi. J'adore ta passion, ta détermination, ton enthousiasme. Mais tu ne peux pas partir avec moi. Non. Tu sais bien que je peux vivre avec toi. Mais cette vie que tu me décris, là, c'est une vie cachée. Je peux pas, moi. Ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Scumpuzo, mon collègue. Il s'est fait poignarder. Il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Oh non. Je crois que je devrais y aller. Très bien, mais écoute-moi. Les conditions n'ont pas changé. Tu dois prendre une décision et vite. Je vais y réfléchir. Je t'appelle plus tard. Je t'appelle. Attends, c'est bon, je te vois. Tu me vois, toi? Non. Ah, c'est bon, je te vois. Salut. Salut. Et est-ce qu'Irania est là? Non, elle est allée au parc avec ma mère. Je suis désolée. Si j'avais su, je l'aurais gardée. Non, c'est rien. Et comment elle va? Elle est adorable. Elle grandit si vite. Ouais, j'imagine. Priya. Oui? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée en Afrique? Peu importe ce qui s'est passé, Irania est ma fille. T'aurais dû me prévenir. Je t'ai prévenu. Non. Tu ne m'as rien dit. Je t'ai envoyé un email et tu n'as même pas daigné me répondre. Je n'ai pas reçu de... Oh. Quoi? Tu as dû l'envoyer sur mon adresse professionnelle, mais je ne travaille plus pour OnTV. Tu ne travailles plus pour OnTV alors? J'ai démissionné. Pourquoi? Le conseil d'administration m'a suspendu. Quand le scandale a éclaté, je n'étais pas prêt à me justifier, à expliquer ce que j'avais fait, alors... Oh. On ne peut pas garder un directeur des programmes dont l'intégrité est mise en doute. Ça laisse planer un doute sur les pratiques de la chaîne. C'était vraiment la meilleure chose à faire. Peut-être. Mais un peu dur. Oui, c'est vrai. Mais tu sais ce qui est encore pire? C'est que tu m'accuses de cacher des choses, mais toi, tu démissionnes et tu ne me le dis pas. Je n'ai pas pensé que c'était si important. Vraiment? Tu sais, la plupart des hommes penseraient à prévenir leurs femmes des grands changements dans leur vie, même si c'est leur ex-femme. Écoute, je ne voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? C'est comme ça que tu vois les choses. Tu ne comprends pas ce que j'ai traversé. Ce que je comprends, c'est qu'en ce qui concerne l'honnêteté et l'écoute entre nous deux, ça n'a jamais été pire que ça. Priya, écoute, je n'ai pas envie qu'on recommence avec ça. Je n'ai plus envie de vivre ça. Je dirais à Irania que tu l'embrasses très fort. Bonjour. Bonjour. Vous saviez que M. Haynes a ordonné au service de sécurité de le prévenir si M. Cooper entrait dans l'immeuble ou en contact avec vous, d'une façon ou d'une autre? Oui, il me semble avoir entendu parler de ça. Eh bien, il semble apparemment que ça se soit produit, et je devrais l'avertir immédiatement. Eh bien, vous savez où le trouver? Appelez-le, annoncez-lui la nouvelle. De toute façon, il ne veut pas venir ici. Disons que c'est un avertissement. Encore une fois, et vous perdez. Je ne contrôle pas ce que fait Len. Oui, c'est juste. Dans ce cas, n'ouvrez pas la porte et ne le laissez pas passer la nuit ici. Tiens. Bonjour. Cheryl. Kimberly. Tu es venue pour connaître ma proposition? Oui, je dois dire que je suis intriguée. Même si je ne tiens pas à me mêler de tes histoires, je suis au-dessus de ça. Tu as dépassé tout ça, je ne suis pas sûre. Bien sûr que oui, ce type me dégoûte. Je ne disais pas ça dans ce sens. Je veux dire, il a toujours un certain ascendant sur toi. Tu es toujours sous sa coupe d'une façon ou d'une autre, sinon tu ne serais pas là. Kimberly, je suis venue pour connaître ta proposition. Pas pour faire une psychanalyse de comptoir complètement fausse. On dirait que tu es sensible sur ce Écoute, tu as un sujet. plan ou pas? Si tu cherches uniquement à m'énerver, dans ce cas, tu arrives très bien. J'ai un plan. Bien. De quoi s'agit-il?
Pour la modique somme de 50 millions, je te cède mes 300% du casino. Et en échange, Barker perd la seule chose qui compte réellement pour lui, son fils. C'est l'occasion pour toi de te venger. Tu n'en auras jamais de meilleur. Réfléchis bien. Et fais-moi savoir. Si vous continuez à louper les cours, ils ne vous laisseront pas passer les examens. Bianca, je n'ai pas besoin de passer ces examens. Dans ce cas, vous n'aurez pas votre diplôme. Mais j'en ai pas besoin. À quoi ça va me servir? Je te rappelle, je me suis fait virer, ça sert à rien. Justement, vous en avez plus besoin que jamais pour trouver un nouveau travail. Ah, c'est bon, lâche-moi. C'est Chabat. Je peux te voir? Ouais, j'arrive. De toute façon, je n'ai rien à faire et j'en ai marre d'être là. Alors je peux te consacrer tout le temps que tu veux. Je suis inquiète. On sait toujours rien sur l'état de Moussou. Et que disent les médecins? Il ne donne aucune information. J'ai demandé à Franck de me tenir au courant. Il m'a dit qu'il appellerait dès qu'il aurait de nouveau. C'est honteux. Je suis tellement inquiète. Comment? Tu vas réussir à gérer l'enregistrement toute seule? Mais j'en sais rien. J'aimerais tellement que Maggie soit là. Hé, c'est Chabat! Excuse-moi, j'avais oublié, j'arrive. On est déjà en retard. Bah... Qu'est-ce que vous voulez, hein? Bien, nous avons une réunion et nous avons tous décidé qu'il va falloir commencer à payer ton logement à Bokamoso. Quoi? Tu es au courant qu'il ne s'agit plus d'une petite affaire familiale. Nous avons des comptes à rendre à la famille Sibeko et nous devons nous assurer que Bokamoso est bien géré. Alors on te laisse une semaine gratuitement, mais après ça, il faudra choisir. Soit tu payes le loyer, soit tu t'en vas. Écoute, ça fait plusieurs jours que je suis là et je n'ai pas de travail. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait déjà une semaine. C'est juste. Ok, ça va, j'ai compris. Je comprends très bien ce que tu es en train de me dire. C'est toujours pareil. C'est ça? Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas d'âme. Agnès, c'est comme ça? Ah, j'ai compris. J'aurais dû m'en douter. C'est comme ça, les gens comme toi et comme toi. Sans cœur. Quoi? Pas de cœur? Pas d'âme? Mais pour qui il nous prend, lui? C'est assez dur comme ça. Maintenant, il sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut qu'il parte, ou c'est moi qui le mettrai dehors. Dis-moi, à quelle heure commencent tes cours, hein? Il y a environ 1 heure. Tu n'en as vraiment rien à faire, pas À vrai? l'école, je m'en fiche complètement. Ah là, voilà. Chérie, excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler 1 minute? Oh, Charlie, oui, bien entendu, mais tu n'es pas censé aller en cours. Ah, ce ne sera pas long et c'est très simple. Je t'écoute. N'approchez pas de mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez mon père tranquille. Écoute, ce n'est pas si facile. Bien sûr que si. Je peux comprendre que c'est difficile pour toi de voir une autre femme entrer dans la vie de ton père, Non, mais... pas une autre femme, vous. Ton père et moi avons un lien très fort. Ça ne s'effacera pas aussi facilement. Bien sûr que si. C'est moi qui l'effacerai. Les liens peuvent toujours être brisés. Est-ce que c'est une menace? C'est juste un constat. Charlie, je tiens beaucoup à ton père. C'est du sérieux. Arrêtez. J'y crois pas une seconde. Vous allez le presser comme un citron pour le jeter comme une vieille chaussette quand vous en aurez marre. Charlie, tu te trompes. Mais je n'ai pas à discuter de ça avec une écolière, alors il va falloir que tu acceptes les choix de ton père. Ah, mais j'accepte, tant qu'il ne vous choisit pas vous. Mais heureusement pour moi, ça ne dépend pas de toi. Maintenant, excuse-moi, je suis très occupée. Stupide bonne femme, je la déteste. Elle va regretter de ne pas m'avoir prise au sérieux. Wow. Du calme, tu peux pas lui parler comme ça. Eh ben regarde-moi faire alors. Je sais. Faro Borman a essayé et elle a ruiné toute sa vie. Gérel est quelqu'un de mauvais. Ne t'attaque pas à elle, s'il te plaît. Salut. Salut toi. C'est écrit café sur la machine, mais ça ne ressemble à aucun Merci. café que j'ai pu boire. Non? Du Je vais en sucre. chercher un autre, d'accord? Merci. Vos désirs sont des ordres, mademoiselle. Bla, bla, Merci. bla. Faites qu'il vive, faites qu'il vive, faites qu'il vive, faites qu'il vive. Faites qu'il vive. Hey, Tu as parlé au médecin? oui. Et? Il est vivant, Ah, tant toujours mieux. inconscient, mais il est stable. Il a eu beaucoup de chance. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si la lame était entrée 2 cm plus à gauche, il était mort sur le coup. Donc l'intention était de le tuer. C'est ce qu'on dirait. Mais il est tiré d'affaire. Oui.
On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Oh mon Dieu. Dieu merci. Merci Seigneur. Ayanda, je pense que tu devrais rentrer et te reposer un peu. Oui. Tu ne peux rien faire pour l'instant. Oui, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir appelé. de rien. rien. Au revoir, Ayanda. Au revoir. Elle a l'air de prendre ça vraiment à cœur. J'ignorais qu'elle était aussi attachée à Scumbuzo. Ah, inspecteur, attendez une minute. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur la scène du crime? Non, rien. Rien du tout. Aucun indice, même avec les caméras de surveillance. Éteinte. On n'a aucun témoin. Mais qu'est-ce qu'on lui voulait? Juste une agression? C'était un vol? C'était quoi? Bien, on a pris son portefeuille, mais... Oui, Agnès. Mais? Ça y est, son état Est-ce que vous savez s'il a des ennemis? Vous devriez peut-être en parler à Ayanda Dial. Elle aura peut-être une idée. Hey, c'est Chabat. Comment ça va, Georgie? Comment tu vas? Dis donc, j'entends pas mal de rumeurs à ton sujet. Tu fais parler de toi? T'as des problèmes de logement? Tu sais comment c'est. Hein. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ou pas? Bah, tu sais, c'est pas On t'a facile. posé une question. Ah oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas te laisser vivre là, comme ça, gratuitement, indéfiniment. C'est normal. Crois-moi, petit. C'est pas vrai. Je pourrais rester là-bas, mais ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils me détestent. Oublie cette histoire. Je peux rester là-bas. Ok. Quand est-ce que tu comptais me le dire? C'est dire quoi? Que tu es la rue. Ça va. Les grands mots. Il y a pas longtemps, t'avais un bon travail et maintenant t'es au chômage. Mais c'est pas pour longtemps. C'est juste... Et où tu vas aller vivre? Bah, je me suis dit que t'avais du cœur et que je pourrais peut-être venir chez toi. Chez moi? Sans me le demander? D'accord. Est-ce que je peux venir habiter chez toi? Temporairement, tu veux dire? C'est Ouais, ça? provisoirement. Bon, mais tu devrais gagner de l'argent parce que je ne vais pas t'entretenir. Mais c'est quoi ton problème? Bien sûr, je vais gagner mon argent. Tu me prends pour qui? Et comment tu comptes t'y prendre? Bah, c'est bon, j'ai un plan. J'ai toujours un plan. Il y a toujours un Mais moyen quel de trouver. plan? Tu me saoules, un plan. Cherche pas à savoir. J'ai un plan, c'est tout. J'espère pour toi. Naruto, ma chérie, fais-moi confiance. Je vais avoir de l'argent. Tout va s'arranger. Ne t'inquiète pas, ça va aller. T'as plutôt intérêt parce que je ne veux pas d'un minable comme copain. C'est bon, t'en fais pas. Alors? J'ai bien réfléchi. C'est un bon prix? Arrête, c'est largement surestimé, tu le sais. Mais ce n'est pas le souci. C'est quoi? C'est juste que je n'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Mais tu as toujours voulu te venger de Oui, Barker. c'est vrai. C'est ce que je croyais. Mais en fait, je n'y tiens plus. Je ne veux pas me venger et devoir être sur mes gardes le reste de ma vie en attendant le retour de Flamme. Ça paraît ridicule maintenant, mais je veux juste vivre ma vie. Je ne veux plus perdre mon temps avec Barker Hens. Je lui ai déjà consacré trop de temps. Bon, si 5 millions c'est trop d'argent pour toi... Non, c'est pas ça du tout. Je ne suis pas intéressée, c'est tout. Désolée. Mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? Kimberly, tu n'écoutes pas ce que je dis. Je veux refaire ma vie simplement, sans penser à Barker Hens. Je suis désolée, c'est comme ça. Je suis Eh bien, passée à autre tu m'envoies chose. très heureuse pour toi. Je suis sûre que tu trouveras un autre acheteur. Oui, peut-être. Cheryl? Oui? Tu ne diras à personne que je prépare quelque chose. D'accord? D'accord, mais tu me revaudras ça. Mais... si tu penses que tu peux échapper à Barker Hens, bonne chance. Merci. D'accord, tenez-moi au courant. D'accord, appelez-moi si jamais il se réveille, ok? Ok. Merci. Hey, Ayanda. C'est toi. Je suis vraiment navré. C'est toi. C'est ta faute, c'est toi, sale fumier. Attends, hey, Ayanda, c'est pas moi. Je te déteste, je te hais. C'est ta faute. C'est toi, je le sais, c'est ta faute.
chers téléspectateurs, c'était votre série africaine Easy Dango que vous pourrez retrouver ce soir à partir de 21h30, toujours sur Maïcha TV. Quant à moi, chers téléspectateurs, j'ai juste envie de vous dire, pour ceux qui viennent de nous rattraper, que c'est la deuxième partie de votre émission À nous la télé, et j'ai l'honneur d'accueillir Jeannette sur le plateau pour nous parler cette fois-ci de l'humour dans le couple. Rire est bon pour la santé, on le dit souvent. Alors rire et faire rire est toujours bien pour la vie quotidienne. Et c'est encore mieux quand ça se passe dans le couple. Alors l'humour dans le couple, c'est le sujet que nous amène donc Jeannette aujourd'hui. Bonjour Jeannette. Bonjour Marie. Ça va, ça a été le réveil? Oui, ça va. La forme après le sport, le petit déjeuner, tout ça? Très bien. Génial, alors on t'écoute. Voilà, bonjour chers téléspectateurs. Alors, si je vous disais que Pépé, Georges et même Suzanne se sont mariés, ça fait plus de 40 ans, mais ils sont toujours ensemble. Peut-être que vous allez vous demander comment ils ont fait. Ils vous répondront sûrement que c'est par amour, complicité et surtout avec humour, Marie. Parce que l'humour est très important dans le couple. C'est très important dans le couple. Alors j'aurais bien aimé savoir, parce que 40 ans c'est maintenant rare dans les couples. Pourtant ils sont jusqu'à présent ensemble. Si tu les vois ensemble, tu as envie de les ressembler tellement ils sont rigolos dans le Mais comment est-ce que l'humour les a consolidés jusqu'à présent? Voilà, l'humour est un élément essentiel dans le couple, comme je viens de dire. Essentiel à partager dans un couple pour éviter la routine. Parce qu'on voit dans certains couples, les gens ne parlent pas le monsieur par exemple, je prends l'exemple sur l'homme, il est là, il a tout le temps le visage renfrogné, il ne parle pas à son épouse, il ne fait pas rire, surtout ses enfants. Donc ça fait mourir le couple. Ce qui est recommandé, voilà, ça tue l'amour. Ce qui est recommandé, c'est de parler, de blaguer. Parce qu'il est même dit qu'au moment où nous rions, il y a comme une ouverture. En nous, c'est un moment de libération et puis intense. Oui. Voilà. Donc le rire fait assouvir votre vie. Oui. Voilà. Donc et le rire, il doit être comment? Voilà. Le rire pour l'éloigner, voilà. Je veux une démonstration en fait. Parce qu'en général, quand je dis rire, il faut que vous soyez comique dans votre couple. Oui. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, un couple qui est là et puis qui est tout le temps sur sa défense, renfrogné, ne fait pas vivre le couple. Bien sûr. Des fois, il faut vraiment rire aux éclats, faire rire ton épouse et que ton époux aussi te fasse rire. Donc ça fait amener. Il est même dit, selon le docteur Henry Rubinstein, qui est spécialiste du système nerveux, il a dit que le rire joue un rôle fondamental au carrefour des manifestations musculaires, respiratoires, nerveuses et psychiques de l'individu. Oui. Donc, parce que toutes ces études ont prouvé cela. Oui, on dit souvent que le rire enlève les rides, détend le visage et ça soigne quand même. Voilà. On dit aussi même que le rire met le cœur dans une très bonne condition. Oui. Parce que c'est comme si vous courez 100 mètres et le poumon rejette alors d'énormes quantités d'air. Donc c'est bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Okay. Non seulement ça donne un bon environnement, et puis mais ça te donne aussi une très bonne santé. Okay. Donc il y a beaucoup de couples qui meurent malheureusement à cause de ce manque de rire, de manque de communication comique dans leur couple. Alors d'ailleurs, un petit détail n'est pas négligeable. Il est dit même que le rire augmente l'érection chez l'homme. Chez l'homme, voilà. Parce qu'une femme ne fait pas ça. Une femme et la réceptivité sexuelle chez la femme. Okay. Donc tu vois, donc c'est déjà bon. Parce que quand vous êtes en couple et que vous allez passer vraiment, vous êtes dans votre chambre et que vous êtes en phase de passer à l'acte, si vous le faites avec, si vous êtes fâché, donc ça ne peut pas marcher. Bien sûr, donc il faut que vous soyez en bonne harmonie et tout pour que ça puisse marcher. Okay. Voilà. Donc, mais je n'ai toujours pas le rire. Hein. C'est quel rire? Toi, tu es artiste, tu peux me donner ce rire-là. Parce qu'on a une personne ici qui rit beaucoup. Oui. Alors, on aimerait savoir si elle se soigne. Si elle se soigne, on va rire comme elle. Parce que notre boss, Madame Ballet, elle rit tout le temps. Vraiment, elle est voilà, donc si c'est pour se soigner, il faut nous le dire que nous aussi. Mais là, je vais attendre parce que là, on a vraiment un documentaire sur le rire qui va nous faire qui va vraiment nous faire rire. Mais malheureusement, on dit que vers les années 40, on riait au moins 20 minutes par jour. Mais maintenant, on rit moins de 5. On rit au moins 5 minutes.
C'est normal, il y a tellement de stress. Parce que les gens sont stressés, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses qui sont dans leur tête. La vie est chère, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Qui les empêche de s'épanouir, puis c'est ça. Alors pour cela, revenons à notre documentaire. On va voir ensemble le documentaire et ça va nous faire rire, chers téléspectateurs. Nous allons passer aux choses sérieuses. Nous avons constaté avec amertume, depuis tous ces derniers temps, les divorces tendent à devenir ostentatoires. Les femmes divorcent avec leur mari comme si c'était d'abandonner leur vieux soutien-gorge. Et les hommes divorcent avec leurs femmes comme si c'était d'abandonner leurs vieilles chaussettes. Et c'est les enfants qui en souffrent. Au niveau de l'ONU, mon collègue Ben Ki-moon et moi avions essayé d'élaborer un certain nombre d'articles qui vont désormais régir la vie dans les foyers conjugaux. Il s'agit bien de 12 articles, dont 6 qui concernent la femme et 6 qui concernent l'homme. Si vous êtes d'accord, je vous en livre les teneurs. Si vous n'êtes pas d'accord, on ferme les portes et les fenêtres. Vous remboursez le temps et les places qui restent et vous restez définitivement ici. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Voilà, comme on est en démocratie. Si on est d'accord, tous ensemble, oui, oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Merci, c'est la voix de la majorité écrasante. Et c'était tout simplement pour savoir ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas contre. Mais comme la tradition veut qu'on commence toujours par la femme, c'est pas moi qui irai à l'encontre de cette tradition. Charte fondamentale des déclarations universelles des droits et devoirs de la femme dans le foyer conjugal. Article 1. Ce que femme désire, l'homme accomplit. Merci les femmes. Je savais que vous étiez là. Les hommes ne sont pas tout à fait d'accord. Ils n'ont pas applaudi. Mais on s'en fout. Parce que là, c'est l'ONU. Et ça vient de là-bas. Voilà. Article 2. En dehors de la pression atmosphérique, la femme ne doit subir aucune autre pression. Merci les femmes. C'est sa chose. Elle est née avec. Elle doit en disposer à sa guise. Donner à qui elle veut, quand elle veut et où elle veut. Merci les femmes. Ouais. Parce que ça aussi c'est... Et ça vient de... Les hommes ne sont pas d'accord, mais on s'en... Merci. Article 3. Le mari, quant à lui, ne doit jamais, je dis bien au grand jamais, refuser de conjuguer la conjugaison conjugale. Quelles que soient les circonstances de cause, de lieu, de manière et de temps. Matin, midi et soir. Et le soir avait prorogation jusqu'au... À bon entendeur, salut. En tout cas, il ne fait pas de faveur aux hommes, Jeannette. Alors, il nous dit que les hommes divorcent maintenant comme s'ils voulaient abandonner leurs chaussettes et les femmes comme si elles voulaient abandonner leur soutien-gorge. C'est très grave. Parce qu'il n'y a pas d'humour dans le couple. Il n'y a pas d'humour. Marie, si vous n'êtes pas humoriste ou bien au moins artiste, pour faire rire votre conjoint, le mieux serait d'aller louer des DVD parce qu'on a des DVD voilà, comme on a vu, le monsieur tout à l'heure il a fait rire toute une assistante. Et puis bien aller sur l'internet, mais maintenant on a des sites où vraiment quand on rentre dedans on rit et puis on est à l'aise. Donc c'est ça, Marie. Donc dans un couple, vraiment le rire est très important. Alors, et surtout que l'humour rend complice les deux partenaires. Parce qu'ils ont tendance à rire ensemble. Donc ils ont tout le temps envie d'être ensemble. Comme tu l'as dit, il établit la complicité. Parions qu'il vous sera facile de vous câliner après une bonne fin de soirée. Bah oui. Voilà, Voilà. Après beaucoup de rire, c'est les câlins qui fusent. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, c'est très important. Il nous dit dans sa déclaration universelle des droits de la femme que la femme peut faire ce qu'elle fait. D'après lui. Hein. Oui, alors lui, ça doit être un féministe. Hein, oui, ça, parce qu'il donne tous les droits à la femme et il en donne tout aux hommes. C'est extraordinaire. Voilà, Marie. Comme quoi l'humour est un précieux allié qui surmonte les épreuves pour revitaliser vos problèmes et conforter nos proches.
Donc faisons de l'humour notre mode de vie. Bien sûr. Voilà. Alors, on va rire aux éclats tous les jours, hein, Jeannette. Alors, toi qui es artiste, oui. Voilà, elle joue le jeu, voilà. Et puis elle me fait rire. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit, le rire communicatif, voilà, n'est-ce pas? Riez, ça donne la vie. Oui, en tout cas, je pense que tous les matins même, les gens devraient voir ce genre de choses qui vraiment décompressent. Parce c'est vrai qu'on a beaucoup de tensions, beaucoup de choses dans la tête qui perturbent, qui angoissent. Et donc, rire fait beaucoup de bien. Imagine, vous vous levez le matin avec un cœur lourd, parce que vous n'avez pas passé une bonne nuit avec votre conjoint. Un cœur lourd. Imaginez, toute votre journée sera comme ça. Bien sûr. Donc, réveillez-vous avec une bonne humeur, le rire. Ça égaye la maison. Tu nous fais un éclat de rire avec Merci beaucoup, Jeannette. Merci beaucoup, Jeannette. Voilà, donc c'était Jeannette dans ses œuvres. Alors, elle nous a présenté l'humour dans le couple. Et tout de suite, nous enchaînons avec le retour du marché avec notre amie Caroline, notre correspondante depuis le Burkina, qui va au marché pour nous. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est donc notre amie Caroline Tuna, qui est notre correspondante depuis Burkina, qui est allée au marché pour nous. Nous allons suivre le reportage et revenir ensuite. Allô la télé, allô la télé, allô la télé. Allô la télé, allô la télé, allô la télé. C'est quel marché? C'est quel marché on travaille? D'accord. C'est les marchés grands quoi. Parce que il y a des marchés où on n'a pas ça. Mais et ça, comment ça s'appelle? Des navets. Ça marche bien. Donc, du gombo frais. Est-ce que c'est la saison du gombo? C'est la saison? Mais comment vous faites pour avoir le gombo? Comment vous faites pour avoir le gombo? C'est pas la saison? C'est les jardins qui font ça. D'accord. Donc du gombo de jardin. Du gombo de jardin. C'est comme ça, c'est donc, je vois d'autres fruits ici, c'est à qui? C'est à... C'est des pastèques ça? C'est petit? Souvent c'est plus gros que ça. Oh, c'est pas la saison? Oui, c'est pas la saison. D'accord. Les pastèques de sont petites. Et puis... les pamplemousses. C'est la saison? Oui. C'est la saison des pamplemousses. Combien ça fait? Est-ce que tu viens acheter la photo? Comment des parties là? Non, je n'ai pas été filmé. Donc, des légumes secs, on va dire. Alors, ça c'est de la pistache. Tu connais? La pistache. Alors, ça c'est du poisson séché. On a un peu de tout vraiment ici au marché de Zabrdara. Marché de Zabrdara. Ça je ne connais pas. Ah, c'est de la tomate. Tomate séchée.
Ah, c'est ça qu'on les prend pour devenir rouge. Donc on peut utiliser ça comme dans le riz gras, le riz à sauce. Et puis, ça, je connais très bien. Gambasunga, voilà. C'est bien pour les sauces traditionnelles, arachides. C'est bon. Merci beaucoup. Là, le machine. Allons la télé. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est toujours votre émission À nous la télé. Nous sommes à la deuxième partie et tout de suite, une recette, du moins même 2 recettes pour vous, chers téléspectateurs, du riz au curry de bœuf et du riz au lait à la mangue. C'est ce que nous prépare notre chef d'aujourd'hui et nous allons regarder ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission OK Chef. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette simple et équilibrée, le riz au curry de bœuf. Et pour le faire passer, un riz au lait à la mangue. Alors, tout ça vaut calepin. Nous commençons par notre accompagnement, le curry de bœuf. Dans une casserole, versez 2 filets d'huile et ajoutez le filet de bœuf que nous laissons dorer pendant 3 minutes. Ensuite, ajoutez l'oignon émincé. Laissez cuire notre préparation à feu doux pendant 3 minutes et ne pas oublier de bien mélanger le tout pour éviter que ça brûle. Après les 3 minutes, saupoudrez le filet de bœuf avec le curry, le sel, le poivre et le piment frais haché. Bien mélanger. Y verser un demi-verre d'eau et laisser mijoter environ 10 minutes. Pendant que notre filet mijote, nous passons à la préparation de notre riz. Mettre la casserole au feu. Y verser un peu d'huile. Ça sent déjà très bon. Saler et le laisser nacrer. Bien mélanger pour ne pas qu'il colle. Et pour la petite astuce, faites bouillir préalablement la quantité d'eau nécessaire pour la préparation de votre riz. Ensuite, la versez dans votre casserole. Ce faisant, votre riz cuira plus vite. Laissez bouillir votre riz jusqu'à évaporation totale de l'eau pendant 5 minutes à feu vif et ensuite le laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Et pour donner de la couleur à notre riz, nous ajoutons en fin de cuisson des raisins secs. Et voilà, notre riz au curry de bœuf est prêt. Bon appétit! Voyons maintenant tout ce qu'il nous faut pour réaliser cette merveille. 500 g de riz, 500 g de filet de bœuf, 200 g d'oignons émincés, 100 g de curry, 2 filets d'huile, du sel, du poivre, une pointe de piment. Pour la décoration, de la tomate, du persil, des raisins secs. Passons au riz au lait à la mangue. Premièrement, versez le lait dans une casserole. Y versez les 50 g de sucre, ajoutez une noisette de beurre, la muscade râpée et laissez bouillir. Versez les 100 g de riz, mélangez le tout. Laissez bouillir à feu vif jusqu'à obtention d'une bouillie. Servez dans un verre
Nappez le fond du verre avec le riz. Ensuite, coulez le coulis de mangue. Renouvelez l'opération. Alors, à nos fourneaux pour réaliser ces recettes OK Chef. Pour cela, il nous faut 1 litre de lait, le coulis d'une mangue, 100 g de riz, du beurre, de la noix de muscade et 50 g de sucre. OK Chef, c'est bien noté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Ciao! Allons la télé. Voilà donc, vous l'avez compris, les élèves rentrent bientôt de l'école et ils auront très faim. Il faut que tous les repas soient prêts. Alors, cette belle recette de riz au curry au bœuf sera pour eux et le riz au lait et à la mangue sera également pour eux. J'espère que vous êtes prêtes chez vous, mesdames. En tout cas, les élèves rappliquent bientôt et en général, ils n'aiment pas attendre pour manger. Merci donc, c'était OK Chef sur Maïcha TV et à nous la télé. Et tout de suite, chers téléspectateurs, nous accueillons notre médecin, le docteur Sissako, qui vient sur le plateau de Maïcha pour nous parler santé. Allons la télé. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous avons sur le plateau le docteur Sissako Aliou. Il est médecin épidémiologiste, chercheur au laboratoire de biologie moléculaire appliquée. C'est notre invité d'aujourd'hui et il va encore nous parler de paludisme parce que vous savez, l'hivernage approche et souvent il n'est jamais trop tard pour vraiment amener les gens à prendre les bonnes précautions, le bon comportement à adopter pour vraiment éviter cette maladie qui tue plus que le sida, nous le savons très bien. Bonjour, docteur Sissako. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Soyez le bienvenu sur Maïcha TV. Merci. Alors, elle, c'est Jeannette Diarra. Bonjour. Notre chroniqueuse. Alors, le docteur Sissako nous parlera de paludisme et donnera les conseils qu'il faut pour vraiment éviter cette maladie-là qui ravage un peu l'Afrique, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, docteur, je vais vous poser d'abord une première question, à savoir, qu'est-ce que le palu? Merci bien. Je remercie tout d'abord Maïcha Télévision de m'avoir donné l'occasion de parler de paludisme aujourd'hui. Je pense que c'est une télévision de femmes et d'enfants et cela me donne l'occasion de parler de paludisme parce que la population vulnérable, c'est les femmes enceintes et les enfants. Bien sûr. Le paludisme, c'est, on peut dire, une vieille maladie depuis les années 1880 qu'un médecin français du nom de Lauveran a découvert le parasite du palu lors d'observations microscopiques très poussées. Et l'origine du palu vient du mot latin palus, qui veut dire marais, et ce qui fait que les Italiens appellent malaria. Malaria, encore d'autres diraient mauvais air, parce que le paludisme est beaucoup plus contracté dans les marécages, où nous avons des eaux stagnantes, où le larve du parasite aime vivre dans les eaux stagnantes. Alors, l'hivernage approche là. Et souvent, on constate dans les rues les gens qui versent de l'eau. Et quand il pleut, on voit que l'eau peut rester parfois pendant des jours. Quelles sont les précautions à prendre pour vraiment éviter le palu en cette période? Tout à fait. Et au cours de l'hivernage, comme je viens de dire, à défaut de marécage maintenant, les larves ils vont essayer de vivre dans ces eaux stagnantes et pour se développer, pour devenir le parasite adulte et qui est responsable de la maladie. C'est l'anophèle femelle qui va piquer et cette piqûre infestante
va se multiplier, le parasite va se multiplier au niveau hépatique, c'est-à-dire dans le foie, et puis il va dans la circulation sanguine. Mais donc pour l'éviter, et la prévention du palu pendant l'hivernage, c'est d'éviter les piqûres de moustiques. Comment éviter ces piqûres de moustiques? Par les moustiquaires imprégnés. Et secondairement aussi, on peut prévenir par les pulvérisations intradomiciliaires. Les entomologistes vous en diront plus. Voilà. Mais est-ce que ces moustiquaires-là sont toujours d'actualité? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ne le mettent pas aujourd'hui. Les moustiquaires restent d'actualité. À défaut du vaccin, oui, parce qu'il y a... et à présent, les moustiquaires, c'est un moyen de protection. Mais ça ne peut pas garantir une prévention totale dans la mesure où on peut se faire piquer au dehors avant de se coucher et la seule piqûre peut être la source. Donc le mieux serait de se faire vacciner d'abord contre le palu que de mettre les moustiquaires ou bien les deux en même temps? Pour le moment, on n'est pas au stade de la vaccination pour le paludisme. Il y a des vaccins qui sont en cours, mais nous ne sommes pas au stade de vaccination. La seule alternative que nous avons actuellement, c'est éviter les piqûres de moustiques, soit par les moustiquaires imprégnés, soit en pulvérisant les domiciles. Il y a des méthodes de pulvérisation beaucoup plus poussées actuellement où on pulvérise l'ensemble du domicile, les murs, les rideaux. Mais ne devrait-on pas sensibiliser la population quand même? Parce que on voit dans certaines maisons, quand vous rentrez, c'est vraiment l'eau partout, la saleté, même les bouteilles vides, les moustiques mouillés, les moustiques peuvent se cacher dedans. Est-ce qu'on ne doit pas sensibiliser la population, faire une sensibilisation poussée de cette population? Tout à fait. Si l'on compare les pays d'endémie palus, c'est sûr que là-bas, c'est les gîtes larvaires, c'est la saleté, les vieux déchets de pneus où les moustiques trouvent abri dedans, les plastiques où les moustiques peuvent se cacher dedans et la nuit sortir pour ensuite piquer les gens. Mais souvent on voyait les gens, enfin on le voit toujours, beaucoup de systèmes de pulvérisation, comme vous avez dit, il y a beaucoup de, je ne veux pas citer de nom parce que sinon ce serait de la pub, mais il y a souvent des gens qui ne supportent pas ces odeurs-là, qui font des allergies, notamment pour les mosquitos ou les vapes qu'on branche et qui brûlent, ou bien les pompes et tout ça. Il y a des gens souvent qui font une allergie. Quand ils ne supportent pas ça, d'autres qui sont claustrophobes, ne supportent pas le fait de dormir sous la moustiquaire. Quelle est donc la solution pour ces personnes-là? Bon, la solution pour ces personnes, s'ils ne supportent pas, c'est d'éviter d'abord ces facteurs d'exposition, c'est-à-dire quand la maison est pulvérisée, d'attendre un bon moment avant de s'y rendre dans sa chambre. Et à défaut de cela, ces gens doivent être assez avertis devant la fièvre, consulter un médecin très rapidement pour pouvoir être à l'abri d'une crise de paludisme. Alors, en tant que médecin, souvent on voit des gens qui sont malades et qui vont voir le médecin traditionnel qui lui donne un traitement du paludisme et en y ajoutant un traitement pour l'hépatite. Comment vous voyez cela? Êtes-vous d'accord ou contre? Bon, je ne suis pas contre non plus. Et la médecine traditionnelle est assez développée. Sachant que le parasite du palu sévit et la multiplication se passe au niveau du foie, c'est pourquoi on donne souvent des médicaments qui agissent au niveau du foie. Et c'est pour peut-être freiner cette multiplication. Mais l'alternative médicale reste qu'il y a les combinaisons thérapeutiques qui sont là pour pouvoir traiter correctement le paludisme. Alors, souvent on voit un malade, quelqu'un qui est malade, qui traite le palu, et au bout de quelques jours, il suit le traitement jusqu'à finir, au bout de quelques jours, il rechute. Et pourtant, il a fait tout son traitement de palu. C'est dû à quoi? Bon, attention, toute fièvre n'est pas égale au paludisme. Donc, devant toute fièvre, il faut
consulter le médecin, poser les vrais diagnostics, parce que le diagnostic est possible par la microscopie, c'est-à-dire il faut faire une goutte épaisse, qui est la clé du diagnostic, pour voir les parasites à l'œil nu et traiter. Et s'il s'avérait que la personne s'est traitée tout simplement parce que j'ai fait de la fièvre, il peut y avoir une rechute. Et actuellement aussi, il y a des résistances aux antipaludéens. C'est pourquoi l'OMS a préconisé les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui est le traitement reconnu. Mais y a-t-il une durée de traitement, un temps de traitement? Parce qu'on voit souvent des gens qui tombent malades du palu, et au bout d'une semaine, si elles se sentent bien, bon, elles laissent tomber le médicament et tout. Y a-t-il un temps vraiment normal pour le traitement du palu? Ok. Et sans faire de la publicité aussi pour les différentes molécules, il y a un temps de traitement. Le minimum quand même d'un traitement anti-palu, c'est 3 jours au minimum. Et sinon, le traitement va jusqu'à 5 jours. C'est vrai qu'au-delà de ces 5 jours, il y a la période de convalescence où on peut avoir des petites malaises. Donc, la personne peut continuer à prendre des médicaments à cette période de convalescence? Le traitement du palu finit au bout de 5 jours. Et au-delà de ce traitement, on peut prendre des antalgiques, c'est-à-dire des calmants, pour passer cette période de convalescence. Parce que, bon, il peut y avoir à présent des parasitémies résiduelles qui sont là, qui vont disparaître au fur et à mesure. Alors, si quelqu'un vient vous voir, docteur, et qu'il vous dit, vous constatez qu'il a le palu, vous lui donnez le traitement du palu. Combien de jours de repos vous lui donnez pour qu'il soit vraiment bien rétabli avant de pouvoir reprendre ses activités? Quelle est la durée normale pour que la personne soit vraiment guérie, quoi? Il n'y a pas de durée requise pour dire que cette personne va retrouver la forme totale, parce que ça dépend des individus. Et il y a certains qui, avec une faible charge parasitaire, peuvent vaquer à ces occupations. Il y a d'autres personnes avec cette même charge sont alitées très rapidement. Donc le repos vraiment dépend de l'état clinique de la personne, de l'appréciation physique présente du médecin. Et voilà, c'est en ce moment nous allons déterminer le nombre de jours de repos. Ok. Alors pourquoi le palu et le neuropalu? C'est quoi leur différence? Le neuropalu, c'est juste une localisation cérébrale du paludisme qui se manifeste aussi avec des signes neurologiques, la convulsion chez l'enfant, le tremblement, et toute fièvre accompagnée de signes neurologiques, a priori peut être considérée comme un neuropaludisme. Et est-ce qu'il est fréquent qu'un malade du palu développe le neuropalu? Il est assez fréquent qu'un malade du palu développe le neuropalu, surtout la population la plus vulnérable, qui sont les enfants de moins de 5 ans, qui font des convulsions très rapidement, et les femmes enceintes aussi, parce que la femme enceinte est exposée, sachant que dans le développement du parasite, dans la circulation sanguine, le parasite, il va attaquer les globules rouges, qu'on appelle les hématies. Ils éclatent ces globules rouges et libèrent une substance qu'on appelle de l'hémozoïne, et c'est cette substance qui est responsable de la fièvre. Donc, il va sans dire que cette fièvre peut être vraiment assez forte pour le malade. Alors, docteur, quel conseil donnez-vous aux gens? Parce que vraiment, l'hivernage approche. Nous sommes dans un pays où les gens aiment bien verser l'eau dehors, tout ça. Et souvent, ça peut amener des complications. Comme vous avez même dit que c'est l'eau stagnante qui encourage les larves à se développer. Quel conseil donnez-vous aux gens par rapport à la propreté, par rapport aux précautions à prendre pour vraiment parer à je veux dire un fléau, parce que le palu est devenu pratiquement un fléau en Afrique?
Ce que je demanderais à tout un chacun, c'est de bien vouloir adopter un changement favorable de comportement. C'est-à-dire, il faut que les gens changent d'habitude. C'est qu'on évite de verser de l'eau partout, qu'au niveau des canalisations aussi, que ces canalisations qui servent à l'évacuation des eaux usées ne soient pas des canalisations que les gens profitent pour déverser les ordures. Et cela est extrêmement important parce qu'on a constaté que c'est en début d'hivernage, les gens profitent sous la pluie pour aller verser les ordures dans ces caniveaux. Ça, c'est d'abord à éviter pour pouvoir favoriser l'écoulement de l'eau qui va emporter les larves du paludisme aussi. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'en famille, que nous essayons d'utiliser les moustiquaires imprégnés, surtout chez les enfants et les femmes enceintes qui sont les personnes les plus vulnérables. Et troisième chose, c'est que quand on a de la fièvre, il ne faut pas attendre, il faut consulter un médecin, éviter l'automédication, consulter un médecin qui va poser le diagnostic et vous donner le traitement adéquat. Ok. C'était très clair. Hein? C'est clair. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question qui n'a absolument rien à voir avec le palu. Oui. Je ne vous consulterai pas non plus. C'est ce qu'on souhaite. Il n'y aura ni piqûre, ni comprimé à donner, rien du tout. Mais juste prendre votre appréciation par rapport à votre venue aujourd'hui à Maïcha TV et le fait de partager ce plateau avec nous. Voilà. Ça a été agréable pour moi d'être aujourd'hui à Maïcha, entouré de femmes pour pouvoir parler de paludisme. Et je pense qu'il n'y a pas de voix plus habilitée que la femme qui est vraiment au chevet des enfants malades, ce pas les hommes généralement. Et c'est vraiment émouvant pour moi de parler de paludisme à Maïcha Télévision aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Sachez que c'est quand même un grand honneur de vous avoir sur le plateau, vu que vous n'avez pas beaucoup de temps et pourtant vous avez tout laissé pour venir partager ce plateau-là avec nous. Nous vous en remercions du fond du cœur et espérons que la collaboration continuera et qu'à chaque fois que nous aurons besoin de vous, nous pourrons vous avoir sur le plateau parce que les téléspectateurs ont besoin de gens comme vous qui leur expliquent exactement les mots qu'ils ont et leur donnent la solution, à savoir comment guérir de ces mots-là. Merci à vous, docteur Sissako. Merci. Et à très bientôt. Merci. Donc, chers téléspectateurs, c'était le docteur Sissako Aliou. Je rappelle qu'il est médecin épidémiologiste, chercheur au laboratoire de biologie moléculaire appliquée. Merci beaucoup donc, chers téléspectateurs. Merci au docteur Sissako d'avoir accepté notre invitation. Le vernis à ongles, c'est le meilleur ami de la femme. De ses origines à aujourd'hui, il a beaucoup évolué avec l'apparition, bien sûr, des ongles artificiels en gel, en formulation des vernis. La formulation des vernis, l'apparition de la tendance French manucure, etc. Nous en parlons ce matin avec Natou, bien sûr, mais en compagnie d'une spécialiste des ongles. Elle, c'est Jainaba Balo. Elle est esthéticienne au salon de coiffure Grâce Divine ici à Bamako. Bonjour à vous les filles. Bonjour Marie. Ça va Jainaba? Oui, ça va. Pas trop le trac? Non, ça va. Alors vous êtes esthéticienne et aujourd'hui vous allez nous faire une démonstration sur les ongles, sur les vernis et autres. N'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, Natou, on t'écoute avec ton sujet de vernis à ongles. Merci Marie. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le vernis à ongles est apparu en Chine 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils utilisaient une laque de couleur faite à base d'une combinaison de produits naturels comme la pierre d'alum, la cire d'abeille ou encore des poudres de pétales de rose et d'orchidée. Ce mélange appliqué sur les ongles leur donnait une couleur allant du rose au rouge, effet qui durait quelques heures voire toute la nuit.
Un peu plus tard, durant la dynastie Zhou, vers 600 ans avant Jésus-Christ, les familles royales utilisaient de l'or et de l'argent pour s'embellir les ongles. Le noir et le rouge également étaient cités parmi les couleurs choisies par la royauté. Et en ce qui concerne les Égyptiens, eux, ils utilisaient des teintures brun-rouge obtenues à base de henné pour colorer leurs doigts, mais aussi leurs ongles, mais aussi le bout de leurs doigts. Teinture encore abondamment utilisée de nos jours. Et toujours en Égypte, la couleur des ongles déterminait également le rang social de la personne. La reine Néfertiti colorait ses ongles en rubis rouge, et ses ongles des mains et des pieds. Quant à Cléopâtre, elle préférait une teinte rouille intense. Alors les femmes de rang inférieur n'avaient pas le droit d'utiliser les couleurs que les reines utilisaient pour leurs ongles, seulement les teintes pâles leur étaient accordées. Et d'époque en époque, bien sûr, ces pratiques ont évolué. En 1930, avec la naissance des étoiles légendaires du grand écran hollywoodien, comme Diana Law ou encore Gloria Swanson, qui seront le moteur d'une nouvelle tendance. Et le vernis à ongles fait son grand retour avec un look de plus en plus travaillé, élégant et revisité via des teintes de rouge beaucoup plus prononcées. Et c'est à un certain Michel Ménard que l'on doit l'invention du vernis actuel. C'est devenu un élément phare de la consommation utilisé par un bon nombre de femmes. Chaque teinte correspond à une saison ou est tout simplement accordée au maquillage ou aux vêtements. La gamme s'est également diversifiée où on peut désormais trouver un choix de teintes important. Il existe aujourd'hui des vernis s'appliquant par-dessus un vernis principal coloré dans le but d'ajouter une touche particulière. Nous avons comme les vernis craquelés, à paillettes, à inclusion ou tout simplement matifiants. Alors, avant d'introduire ton invité, tu as parlé tout à l'heure de reines qui mettaient des rouges tuilés ou je ne sais pas trop quoi là, et qui ne voulaient pas avoir les mêmes couleurs que les autres femmes, que les subordonnées. Oui. Alors si elle vivait encore, elle serait choquée, hein, parce que maintenant il y a du bleu, du jaune, du mauve, de toutes les couleurs, et tout le monde en met, même les reines et les princesses. Tout à fait, tout le monde peut se mettre les vernis. Comme quoi l'évolution n'a pas de prix. N'a pas de prix, oui. Alors Djeneba Ballo est là avec nous ce matin pour nous dire comment est-ce qu'on procède, comment il faut procéder pour se mettre les ongles, les vernis sur les ongles. Bon, pour mettre les vernis, on a besoin de dissolvant d'abord, nettoyer les ongles, enlever les saletés. Après le dissolvant, tu limes, nettoyer les saletés encore. Après ça, tu mets un color d'abord. D'accord, on étale d'abord le vernis en color. Un color d'abord. D'accord. Quand ça sèche, tu demandes à la cliente quelle couleur, la couleur de son choix. Si elle te dit henné, tu mets henné. Elle te demande la rouge, tu mets rouge ou bien brouillard. D'accord. Après ça, tu laisses ça sèche d'abord. Après, c'est sûr. Mais c'est pas facile d'étaler. Hein. Souvent, on met le vernis, mais ça déborde. Et non, après déborder, quand ça déborde, il y a un petit tribon. Il a oublié, je ne suis pas venue avec lui. Tu mets ça au milieu. Là, ça ne déborde pas. Tu mets au milieu quand ça sèche. C'est ce machin-là en forme de doigt court là qu'on met entre les doigts. Quand tu mets, ça sèche bien. Parce que quand tu finis, il y a des saletés à côté. Oui. Voilà. Pour nettoyer ta main. Ça, c'est la crème qu'on utilise après le vernis. Après le vernis. Oui. D'accord. Et quand ça déborde, on utilise le dissolvant, pied de biche pour enlever les saletés à côté. Alors moi, je vais lui demander à Djeneba, est-ce qu'il y a un sens pour mettre le vernis? Ou bien on peut mettre n'importe comment, le résultat est le même? Il y a plusieurs façons de mettre vernis. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre. Oui. Avant de mettre vernis, si ça déborde, il y a coton, tu mets du solvant pour nettoyer à côté. Mais il y a des gens qui mettent à la je m'en fous, ça ne calcule pas. Ça ne va pas, c'est ça qui fait qu'il y a des crevasses souvent. Ou bien quand tu prends les limes pour limer fort, là, il y a le poil qui est dessus. C'est ça qui fait, ça devient boule-boule. Oui, ce n'est pas lisse, quoi. C'est pas lisse, ça devient boule-boule. Et on dit aussi d'éviter de se mettre le vernis dans un coin où il y a le ventilateur allumé, où il y a de l'air qui passe. Ça sèche. Ça sèche vite. Ok. Et donc pour mettre le vernis, on fait comment?
on peut commencer d'un coin pour aller à la diagonale ou il faut le faire de manière très droite? Ça dépend. Tu peux aller de la racine. De la racine. Ou bien tu peux faire fraîche manicure avec. Ok, à partir de la moitié de l'ongle. Oui. Ah d'accord, c'est ce qu'on appelle French manicure. Oui. Fraîche manicure, c'est la limite du bout là souvent. Ok. Alors, le vernis, est-ce que le vernis natto a des inconvénients sur les ongles? Parce que c'est vrai qu'on adore le vernis et puis de toutes les couleurs, surtout ce qu'il y a maintenant. Est-ce que ça a des inconvénients sur les ongles? Malheureusement, Marie, oui, le vernis a des inconvénients. Une étude récente a terni la réputation du vernis à ongles. Car selon ce rapport du système d'alerte pour les produits dangereux non alimentaires de la Commission européenne, certains vernis à ongles contiennent des substances dangereuses pour la santé, comme des pH phtalates par exemple, pourtant interdit en Europe depuis 2001. Et pas plus tard qu'en juin 2011, les autorités de santé américaines ont publié un rapport identifiant le formaldéhyde et le styrène, fréquemment utilisés dans la composition des vernis à ongles, comme étant des substances cancérigènes. Et en tout, 4 substances chimiques particulièrement controversées brillent par leur présence dans les vernis. Le formaldéhyde qui est un cancérigène avéré, le pH phthalate, des perturbateurs hormonaux, le toluène qui peut affecter même le système nerveux central et le camphre synthétique. Ces produits pourraient contaminer l'organisme en traversant les ongles ou tout simplement par inhalation. Parce que c'est vrai que les vernis sont forts. Hein. Il y a des vernis qui sont très forts, qu'il faut même tourner la tête parfois. Exactement. Souvent quand tu mets les gaz, ça rentre dans ton nez. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça vous sera dit, c'est interdit pour les bébés. Okay. Oui, d'accord, c'est interdit de mettre du vernis à côté d'un bébé. Voilà. D'accord. Alors il y a souvent des vernis, dès qu'on les pose, on dirait que ça change de couleur. Dès que ça rentre dans l'eau, ça a une couche blanche dessus. Oui. C'est le vernis qui fait ça? Oui, c'est le vernis qui fait ça. Et Marie, en ce qui concerne Santé Canada, ils exigent que les étiquettes cosmétiques indiquent la liste complète des ingrédients. Et malheureusement, nous, en Afrique, pas de consigne. On se laisse guider par nos envies, avec à la clé toutes les conséquences et découlant de cette ignorance. Donc, un conseil, désormais, achetez des vernis de bonne qualité et surtout, lisez la liste des composants. C'est très important. Alors, lisez la liste des composantes si vous les voyez, bien sûr, parce que souvent c'est écrit en miniature et même avec une loupe, c'est pas évident de souvent, voir. c'est même pas écrit. Justement. Alors, en tout cas, si vous mettez un vernis, prenez les dispositions, comme l'a dit l'esthéticienne, mettez un vernis transparent, incolore, avant de mettre votre vernis et bien sûr, enlevez avec un dissolvant sans trop limer ni gratter et vous faire du mal plus que de bien. Merci beaucoup donc à Natou, merci à Jainaba Balo. Alors chers téléspectateurs, c'était donc Natou Songo en mode et beauté pour nous parler du vernis à ongles. Tout de suite, je vous donne une annonce. Alors, c'est l'association des femmes et amies de Bamako qui font un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus demain à l'hôpital Gabriel Touré à partir de 9h. Ils invitent toutes les femmes à y aller. Donc, c'est l'avis de la présidente, Madame Barka Pelagi. Donc, elle invite toutes les femmes à venir vraiment se faire dépister et c'est gratuit. Alors, juste un petit coucou à Madame Sylvie Ganzé qui fait partie de cette association-là également et qui invite elle aussi toutes les femmes à venir se faire dépister. Voilà, c'est dit. Allons la télé. Voilà donc, chers téléspectateurs, tout de suite nous accueillons Madame Ndeye Marifal du service des programmes pour nous donner bien sûr la dernière grille des programmes de Maïcha Télévision afin que vous sachiez tout ce qui se passe comme programme à votre chaîne préférée, la chaîne de référence des femmes, Maïcha TV. Bonjour à vous Ndeye Marie. Bonjour Marie, bonjour chers téléspectateurs et merci Marie de me permettre d'être sur ce plateau pour comme tu l'as annoncé tout à l'heure, faire lecture de la nouvelle grille des programmes. Alors, ça démarre très tôt le matin avec les tout petits. Alors, on a passé à eux pendant que la maman est là en train de les préparer ou
de leur donner à manger. Alors tranquillement devant le petit écran, à nos tout petits, nos enfants, ils sont là et peuvent bien suivre le preschool. Genre Dora qui est très instructif et c'est tous les matins du lundi, un jour ouvrable bien sûr, du lundi au vendredi de 5h45 à 6h. Et après vient s'installer l'émission Petit Déj qui va certainement permettre aux téléspectateurs de Mécha TV d'avoir un très bon réveil matinal avec le plein d'énergie et avec une recette de petit déjeuner très simple à faire avec des produits du cru. Et c'est vraiment une recette qui est pleine plutôt d'apports diététiques. Alors, passé cette émission, bien sûr, il y en a une autre qui parle qui va certainement plutôt intéresser les fans de la chaîne. Ça s'appelle Ça nous concerne, qui en fait est une émission sociétale qui essaie d'aborder un sujet d'actualité et d'ouvrir le débat sur les questions brûlantes de la société avec la participation des téléspectateurs plutôt. Alors cette émission est à voir également sur Mécha TV du lundi au jeudi et de 9h à 9h25. À nous, la télé, c'est la nouvelle émission également qui vient d'être mise à l'antenne. Alors, mieux que toi, Marie, pour parler de cette émission, alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Tout simplement, tout à l'heure, tu l'as très bien présenté, les rubriques sont très bien déclinées et tout. Alors, juste rappeler aux téléspectateurs, en fait, que cette émission-là, à nous, la télé, c'est l'identité même de la chaîne. Alors, ça se passe de 10h à 12h, le retour du marché à la mi-journée. Alors, cette émission va s'adresser spécialement à la ménagère qui est restée à la maison ou aux femmes au foyer, des femmes de profession libérale également. Et c'est un plateau qui va se faire en direct avec la participation des téléspectateurs et éventuellement de toute personne qui, en ce moment précis, est en train de regarder la chaîne qui est Mécha TV. Alors, Marie, en gros, voici les quelques émissions qui viennent d'être mises en antenne. Peut-être faire un rappel et revenir sur ce qui est en train de diffuser. Ça fait un moment déjà, à savoir, comme on dit, joindre un peu l'agréable cette fois-ci à l'utile. Parce que comme on a commencé avec la déclinaison des émissions, alors divertissement c'est toujours bon et c'est justement toutes les générations qui sont prises en compte sur la grille des programmes de Mécha TV. Alors que ce soit les jeunes, que ce soit nos moments, que ce soit nous-mêmes ou bien toutes les générations, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez de la musique à gogo sur Mécha TV. Et ça continue toujours avec les séries, on a quelques séries africaines. Alors là, certainement que vous allez découvrir avec moi la bande-annonce de Easy Dengo, qui est en fait une série africaine. C'est un feuilleton atypique qui traite des questions telles que le VIH-Sida, la violence conjugale, les relations interraciales, parce qu'on est toujours en Afrique du Sud et c'est une série qui vient de là-bas. Et bien plus encore, les personnages et les images justement de cette série-là sont bien colorées, comme le suit le pays d'origine Afrique du Sud, qui reste encore un très bon pays. Alors, toujours avec la liste des séries africaines, on a Destiné, qui est une nouvelle série qui va démarrer en fin de cette semaine, et c'est à voir tous les samedis et dimanches de 19h30 à 20h sur votre chaîne de télévision. On continue toujours avec la liste des séries pour n'en citer que quelques-unes comme des séries médicales, comme Grey's Anatomy qui est à voir également de 22h à 22h52. Tous les lundis également sur Mécha, 112 unités d'urgence de 13h à 13h30. Et c'est au programme du lundi au vendredi. Commandeur in chef, c'est tous les mercredis. Et ça passe de 22h à 22h52 également. La série Hindou Sat Sat, c'est à voir tous les vendredis, samedis et dimanches. Et les téléfilms africains, naturellement, vont faire leur entrée également dans la nouvelle grille des programmes. Et c'est à voir tous les vendredis sur Mécha
Maïcha TV. Alors, Marie, pour dire que voilà, en gros, pour faire un petit ramassis de ce qui est en train de se passer, là, on est en train de faire une montée graduelle, tout en puissance. Alors, c'est ça qui va nous permettre justement d'en arriver à l'intégralité des émissions qui vont être déclinées pour la chaîne Maïcha TV. Juste pour dire que la machine est en marche, tout est enclenché à Maïcha la vie. Merci beaucoup, Ndeye-Marie. Souhaitez-nous bonne chance. En tout cas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour propulser Maïcha TV au sommet de la gloire et du succès. Merci beaucoup. Donc, c'était Madame Ndeye-Marie Fall du service de programme de Maïcha TV. Donc, vous avez la déclinaison de toute la grille des programmes sur Maïcha TV. Et donc, juste en remerciant Madame Ndeye-Marie Fall, j'en profite, chers téléspectateurs, pour vous donner l'adresse de Maïcha TV où vous pouvez nous écrire, nous envoyer des suggestions ou même proposer des sujets que vous voudrez voir traités sur les plateaux. Alors, c'est le www.maïchatelevision.facebook.com. Merci à Madame Ndeye-Marie Fall d'être passée ici pour vraiment nous présenter la grille des programmes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez quand même connectés pour la suite des programmes sur Maïcha TV. Quant à nous, nous vous retrouvons demain pour une autre émission avec toute l'équipe. Merci. Allo la tele, allo la tele.